dans la bibliothèque de la ferme. Les Amériques ou l'enjeu des enjeux. Au début, l'immensité américaine est autant un frein qu'un stimulant. Cependant, peu à peu, l'espace a été saisi. Toute ville ébauchée, si modeste soit-elle, est un point de gagné. Toute ville qui grossit, une victoire. De même, tout chemin reconnu, la plupart du temps grâce à l'expérience indienne et aux vivres rapportés par les indigènes, tout chemin reconnu donc signifie un progrès, qui est la condition d'autres progrès, notamment d'un ravitaillement urbain plus facile et de l'animation des foires qui surgissent un peu partout. Dans ces terres trop vastes, la rareté des hommes a été le problème sempiternel. Il fallait à l'Amérique, en train de se faire, une main-d'œuvre croissante, facile à tenir et à bon marché, voire gratuite. C'eût été l'idéal pour que se développe l'économie nouvelle. Pour l'historien Williams, l'essence du mercantilisme, c'est l'esclavage. Et c'est ce que Marx avait dit autrement, dans une phrase éclair d'une densité historique peut-être unique. Ouvrez les guillemets. L'esclavage dissimulé des salariés d'Europe ne pouvait se dresser que sur l'esclavage sans phrase des salariés du Nouveau Monde. En fait, la vraie racine du mal est de l'autre côté de l'Atlantique, dans les villes marchandes européennes. Elle est inhérente au phénomène de réduction d'un continent à une condition de périphérie imposée par une force lointaine, indifférente au sacrifice des hommes. Si on peut parler de génocide pour les Indiens et les Noirs d'Afrique, les Blancs n'en sont pas sortis tout à fait indemnes. Au mieux, ils l'ont échappé belle. La servitude indienne n'a résisté que là où existait la densité des populations et la cohérence des sociétés, cette cohérence qui crée l'obéissance et la docilité, autant dire dans les zones des anciens empires aztèques et incas. Finalement, l'Indien aura porté sur ses épaules les premières exploitations amples du Nouveau Monde au service de l'Espagne. Les mines d'or et d'argent, bien sûr, mais la production agricole indienne a aussi fait l'objet d'une exploitation directe de l'Empire espagnol. Que l'on songe à la culture du maïs, qui fut la clé de la survivance américaine, ou à l'entretien de caravanes de mulets ou de lamas, sans lesquels le métal blanc et d'autres produits ne circuleraient pas. En revanche, là où les Indiens n'existaient qu'en sociétés tribales éparpillées, la colonisation européenne a dû beaucoup construire par elle-même. Jusqu'aux années 1670-1680, les Anglais et les Français ont ainsi beaucoup fait appel aux engagés ou aux servants, qui sont à peu de choses près des esclaves. Leur sort n'est guère différent des Noirs qui commencent à arriver. Comme eux, ils ont été transportés à fond de cale, puis vendus pour rembourser leur voyage. Bien sûr, ils ne sont ni esclaves à vie, ni dans leur descendance, mais la contrepartie, c'est que le maître se soucie d'autant moins de les ménager. En Angleterre, comme en France, tous les moyens ont été utilisés pour recruter les immigrants nécessaires. De la violence à la publicité fallacieuse, en passant par les enlèvements et bien sûr les condamnations. On était condamné aux colonies comme aux galères. Les servitudes en Amérique se remplacent. La succession ne se fait pas de façon automatique, mais en gros, la règle est claire. La servitude blanche n'est intervenue que dans la mesure où l'indienne avait fait défaut. L'esclavage noir, quant à lui, ne se développa que par suite de l'insuffisance du travail indien et de la main-d'œuvre importée d'Europe. Là où le noir n'a pas été utilisé, par exemple dans les cultures du blé au nord de New York, le servant restera en place jusqu'au XVIIIe siècle. Ainsi a joué une exigence coloniale qui a commandé les changements et les séquences pour des raisons économiques et non pas raciales. Les esclaves blancs cèdent la place parce qu'ils avaient le défaut de l'être à titre temporaire. Et peut-être coûtaient-ils trop cher ne serait-ce qu'en raison de leur nourriture. Plus fort que l'Indien, plus docile, plus dépendant car coupé de sa communauté d'origine, l'esclave noir va devenir la condition sine qua non des grandes plantations sucrières, la main-d'œuvre la plus efficace, la moins chère et bientôt la seule recherchée.
Les colonies anglaises d'Amérique seront les premières à contester la domination de la métropole. Le conflit est assurément issu de l'essor économique du XVIIIe siècle qui a soulevé les colonies anglaises contre le reste de l'Amérique, et davantage sans doute car elles se trouvaient dans le vif des échanges internes ou externes. Dans la bibliothèque de la ferme. Alors concernant les exploitations espagnoles et portugaises. Avec l'autre Amérique, l'Ibérique donc, on aborde une toute autre réalité. L'Europe du Nord et l'Europe du Sud ont reconstitué leurs divergences et leur opposition au-delà de l'Atlantique. En outre, il y a eu des décalages importants. Ainsi, les colonies anglaises se libèrent en 1783, alors que les colonies ibériques pas avant 1822. Et encore, la libération du Sud s'avère-t-elle fictive, puisqu'à l'ancienne domination se substitue la tutelle anglaise appelée à durer en gros jusqu'en 1940, après quoi les États-Unis prendront la relève. Bref, au nord, la vivacité, la force, l'indépendance et l'essor personnel. Au sud, l'inertie, les servitudes, la main lourde des métropoles, bref, toute la série des contraintes inhérentes à la condition de toute périphérie. Plutôt que la notion d'exploitation, retenons celle de marginalisation dans le cadre d'une économie monde, ou de condamnation à servir autrui, à se laisser dicter sa tâche par l'impérieuse division internationale du travail. Et c'est bien le rôle qui a été dévolu à l'espace ibéro-américain. Les colonies anglaises au nord n'avaient eu à briser qu'une seule chaîne, celle qui les liait à l'Angleterre. L'autre Amérique, au contraire, une fois qu'elle a brisé sa suggestion vis-à-vis de ses métropoles, n'a pas pour autant été libérée de l'Europe. Évidemment, la politique anglaise est tentée par une telle proie. L'Amérique hispanique livrerait chaque année 4 ou 5 fois plus d'or que l'Inde. En 1825, c'est donc la ruée des capitalistes anglais qui multiplient leurs mises sur les marchés et les entreprises minières des nouveaux États indépendants. Et ainsi, la dépendance vis-à-vis de l'Espagne ne sera effacée que par la dépendance vis-à-vis du capital anglais. En 1800, l'Europe triomphait partout de façon éclatante et ses navires avaient exploré l'immense océan Pacifique. Il n'est pas douteux que l'Europe, pour des raisons de structure sociale et économique, plus encore peut-être que d'avance technique, a été la seule à mener à bien la révolution machiniste à la suite de l'Angleterre. Mais cette révolution n'a pas seulement été un instrument de développement en soi, elle a été un instrument de domination et de destruction des concurrences internationales. En se mécanisant, l'industrie de l'Europe est devenue capable d'évincer l'industrie traditionnelle des autres nations. Le fossé creusé ne pouvait ensuite que s'élargir. Dans la bibliothèque de la ferme.